Bonsoir, Monsieur Lallieu. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette 5e semaine internationale de la mémoire et de vous être déplacé. Merci aussi à tous d'être venus assister à cette conférence sur le retour des déportés en présence donc, de Monsieur Olivier Lallieu, qui est historien au Mémorial de la Shoah. Il est aussi l'auteur de La déportation fragmentée. Les anciens déportés parlent de politique ainsi que histoire de la mémoire de la Shoah, ainsi que de plusieurs articles et communications sur les mémoires de la déportation. Vous allez nous parler aujourd'hui donc du retour des déportés en France. Nous savons que les dates et conditions des libérations, des trajets, de l'aspect matériel et du moment du retour sont extrêmement variés selon les déportés. La société française a fait un effort simultané d'insertion et d'assimilation pour les rescapés arrivant sur les terres françaises. Cependant, après avoir connu les privations, les mauvais traitements, les maladies et l'absence d'hygiène dans les camps, la réadaptation est-elle difficile pour eux? Željela bih zahvaliti gospodinu Lallieu koji je povjesničar i odgovoran za memorijal holokausta što je došao i što će nam večeras govoriti. Isto tako bih htjela zahvaliti svima prisutnima. Gospodin Lallieu će nam govoriti znači o tom teškom povratku, konkretno će govoriti o povratku logoraša u Francusku i na koji način su se oni ponovno uspjeli integrirati u društvo. Međutim, uvjeti pod kojima su bili oslobođeni i pod kojima su se vratili, jer nekakav normalan civilni život se razlikuje od jednih do drugih. Znači, tema je u stvari kako nakon što su proživjeli bolesti, mučenja, razne nehumane tretmane, kako se ponovno vratiti u aktivan civilni život. Eh bien, écoutez, je vais à mon tour de vous saluer et de remercier les organisateurs de la Semaine de la Mémoire, les adultes, et en particulier Anthony et Christian, et puis tous les lycéens qui sont à l'origine et au cœur de l'activité des Semaines de la Mémoire, et il est toujours aussi pour moi agréable et intéressant de venir ici à Coutances, vous rencontrer et puis modestement échanger avec vous. Alors on m'avait dit de parler à peu près 30 ou 40 minutes, mais je ne sais pas si c'est avec ou sans la traduction, mais je vais essayer de tenir un petit peu ce timing, et pour les lycéens français d'insister à la fois sur l'importance de ce sujet, à la fois parce qu'on est dans un contexte commémoratif important. Il y a quelques semaines, l'humanité a commémoré le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, et jusqu'au début du mois de mai, nous allons en France, mais aussi en Europe, commémorer la libération des camps. Je pense que 30 minutes, c'était sans la traduction, mais ce que je veux dire pour les lycéens français, mais peut-être aussi pour les lycéens d'autres pays, cette question de la libération des camps, elle est importante parce qu'elle est à la fois au cœur des programmes de première, elle vient clore le chapitre d'histoire de première, mais aussi elle va constituer les fondements de la mémoire de la déportation que vous allez retrouver en terminale. Et pour bien comprendre l'importance de la question de la mémoire de la déportation, et dans cette conférence, je parlerai à la fois du retour des déportés juifs, mais aussi du retour des déportés dans leur ensemble. Pour bien comprendre cette question de la mémoire de la déportation, il faut comprendre quels en ont été les fondements lors du retour des déportés au cours de l'année 1945. Et avant de commencer à préciser les conditions de cette libération des camps, des problèmes posés même par le terme du mot libération, il faut, pour les élèves français en particulier, ou pour l'assistance française, préciser de quelle population nous parlons et avec quels chiffres
nous pouvons préciser les contours de cette population. Le chiffre des déportés juifs de France, il est connu depuis de nombreuses décennies. Il a été au cœur des travaux de Serge Klarsfeld. C'est une population d'environ 76 000 déportés juifs de France, déportés entre le printemps 1942 et l'été 1944. Précision importante, une majorité d'entre eux sont des ressortissants étrangers. Seulement un tiers environ de ces 76 000 déportés sont des ressortissants français. Les 2 tiers sont des ressortissants étrangers. Environ 26 000 Polonais, 7 000 Allemands. Parmi ces 76 000 déportés, environ 11 400 enfants, dont seulement quelques-uns reviendront en 1945, puisque vous le savez, ce qui est emblématique du génocide des Juifs, c'est que sur ces 76 000 déportés juifs de France, environ 3-5% reviendront en France en 1945, une population comprise entre 3 ou 4 000 individus. Les familles juives en France, mais partout en Europe, sont arrêtées et déportées, non pas pour être punies, non pas pour être internés, non pas pour être emprisonnés, mais pour être exterminés. Et ce qui symbolise cette extermination, ce génocide, c'est ce chiffre de rescapés. Sur 76 000 déportés, 3 à 4 000 rescapés en 1945. Alors, si on parle des déportés, il faut parler des déportés juifs. Il faut aussi parler des déportés résistants, politiques, des otages, des déportés de droit commun, toutes ces autres catégories qui ont été victimes de la répression nazie en France et partout en Europe. Pour parler de cela, ils sont les plus nombreux puisque, selon les travaux de la Fondation pour la mémoire de la déportation, ce sont environ 90 000 déportés non raciaux, comme on le dit en 1945, non raciaux, politiques, résistants, otages. Tout ça a fait l'objet de très nombreux débats pour préciser ces contours après-guerre, mais environ donc une population de 90 000 personnes arrêtées pour des motifs très divers. Parmi ceux-là, environ 1 sur 2 revient en France en 1945. Ils ont été victimes des conditions de vie difficiles, du travail forcé, de la répression nazie, mais ils ont été placés dans ces camps de concentration qui sont constitutifs du régime nazi dès son accession au pouvoir en 1933. Le camp de Dachau est fondé dès le printemps 1933, quelques semaines après l'arrivée des nazis au pouvoir. Ceux-là ne sont pas déportés pour être exterminés, ceux-là sont déportés au titre de la répression parce que ce sont soit des opposants directs ou indirects au nazisme, ou parce que la politique nazie et celle de leurs collaborateurs entendent les cibler, comme les témoins de Jéhovah par exemple, ou les homosexuels. Et là encore, il faut faire attention aux aires géographiques dont on parle. Les critères qui poussent à la déportation de certains ne sont pas forcément les valables dans tous les pays, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, à l'échelle du territoire français, ce sont 90 000 déportés qui partent et environ 45 000 qui rentrent en 1945, s'agissant de ces déportés non juifs. Et puis, il faut ajouter une troisième catégorie, une catégorie qui a complètement disparu de la mémoire collective en France depuis la fin de la guerre, c'est les déportés tziganes, qui constituent une population de 162 personnes, des familles tziganes raflées dans les territoires du Nord-Pas-de-Calais au cours de l'hiver 43-44 et qui vont être déportés via la Belgique à Auschwitz. Ceux-là sont victimes de la politique raciale nazie et sur ces 162 déportés tziganes, dont une majorité de Français, seulement 137 vont être exterminés au camp d'Auschwitz. Donc c'est une population et ce sont des événements qui ont disparu de la mémoire collective, mais quand on parle des déportés de France, il ne faut pas omettre ces déportés tziganes qui sont extrêmement minoritaires. L'essentiel des tziganes de France vont être arrêtés et internés par les autorités nazies et par le régime de Vichy, placés dans des camps d'internement, mais ils ne vont pas être déportés, à l'exception de ces déportés tziganes du Nord-Pas-de-Calais qu'il ne faut pas
oublié, malgré tout, dans notre évocation de la déportation partie de France. En tout cas, et c'est là où je veux en venir, quand nous parlons du retour des déportés en France, et peut-être faudrait-il dire des retours des déportés, on parle d'un groupe qui, en 1945, représente environ 50 000 personnes. Cette population de 50 000 personnes, elle a pris, avec des décennies de recul, une importance colossale, et je crois que vous l'avez vu à travers l'ampleur médiatique qui a été donnée aux commémorations du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz, comme l'avait été celle du 60e anniversaire, qui est complètement déconnectée du nombre d'individus qui physiquement sont concernés, sont physiquement porteurs de cet événement. 3 000 ou 4 000 rescapés de la déportation à Auschwitz, environ 50 000 personnes qui sont en vérité, si on y met les politiques, les otages, les autres catégories, 50 000 personnes qui sont noyées en 1945 dans la masse des personnes dites déplacées qui rentrent en France. 50 000 déportés, 50 000 rescapés qui sont noyés dans la masse de 950 000 prisonniers de guerre et de 700 000 requis du service du travail obligatoire. C'est une goutte d'eau, numériquement parlant, parmi ceux qui en 1945 sont appelés les absents par les pouvoirs publics. Une goutte d'eau. Et vous voyez un peu la déconnexion totale qu'il y a dans la représentation d'un événement ou dans l'évolution des mémoires. Alors, c'est un groupe humain extrêmement réduit, noyé dans la masse de ces autres catégories, qui eux-mêmes sont porteurs d'une mémoire importante, la mémoire des prisonniers de guerre, qui sont le fruit de ces combats qui ont été extrêmement intenses au printemps 1940, les requis du travail obligatoire, travailleurs volontaires ou travail forcé, et puis ces rescapés de la déportation ou des déportations dont vous imaginez très simplement qu'eux-mêmes sont porteurs de mémoires très différentes. Le destin, le sort, l'expérience, l'environnement d'une jeune fille de 12 ans qui a été déportée avec sa mère à Bergen-Belsen parce que son père était prisonnier de guerre et qu'elle a été protégée par les conventions de Genève, n'a strictement rien à voir avec le destin de ces familles juives décimées par la déportation à Auschwitz, dont seul peut-être le dernier fils, qui avait tout juste 14 ans, va arriver à survivre à la sélection à Birkenau et va parvenir à rentrer en 1945 seul avec sa famille assassinée à Auschwitz. C'est une expérience qui est elle-même encore différente, par exemple, de celle d'un chef d'orchestre prestigieux, Maurice Evite, qui est à la tête d'un quatuor, a fait la joie des mélomanes parisiens avant-guerre, qui était dans un réseau de résistance, qui est déporté à l'âge de 60 ans au camp de Buchenwald, et qui, parce qu'il est une personnalité à la fois reconnue du monde culturel et que c'est une personnalité politique, va réussir, grâce à ses réseaux, grâce à la chance aussi, à intégrer un commando privilégié du camp de concentration de Buchenwald, où il va réussir à être affecté au reprisage des chaussettes dans une salle chauffée, même s'il restait jusqu'au bout sous la coupe des SS. Vous voyez qu'il y a un spectre très large d'expériences humaines et de conséquences humaines très diverses qui sont agglomérées dans cette catégorie qu'on appelle les déportés. Alors, on va avancer en évoquant rapidement la question de la libération des camps, qui, et je crois que c'est l'idée centrale avec laquelle vous devez repartir ce soir. La libération des camps nazis n'a été nulle part une priorité des autorités alliées, ni à l'Est ni à l'Ouest. Cette libération des camps, elle s'est faite toujours par hasard, aussi insensé, aussi fou que cela puisse nous sembler rétrospectivement 70 ans après, malgré ce qu'on sait aujourd'hui des informations qui ont filtré dès l'avant-guerre au moment de la création de Dachau, des différents témoignages qui ont été publiés dans l'entre-deux-guerres par des personnalités qui étaient allemandes ou autrichiennes, qui s'étaient évadées ou qui avaient été libérées des camps nazis. Donc
une masse d'informations qui petit à petit s'est accumulée dans l'opinion, qui, pendant la guerre, s'agissant des camps de concentration ou des centres de mise à mort des populations juives, ont filtré grâce à la résistance clandestine, en particulier en Pologne, auprès du gouvernement polonais en exil à Londres, malgré les rapports liés aux évasions d'un certain nombre de ces centres de mise à Auschwitz en particulier, au cours de l'année 43-44, malgré les informations qui, au printemps 44, avaient filtré au moment de l'extermination des Juifs de Hongrie et des interpellations qui avaient été lancées via les communautés juives auprès des gouvernements britanniques et américains, toutes ces informations ne descendent pas au niveau du commandement militaire, des unités qui sont en situation, à l'Est comme à l'Ouest, de libérer, c'est-à-dire au sens premier du terme, d'ouvrir les portes et de rendre leur liberté à ces personnes déportées. Nulle part, jamais, ces camps ne seront un objectif militaire. Deuxième idée, la libération des camps, elle s'échelonne entre juillet 1944, c'est la libération à l'est du camp de Majdanek, un camp que pendant longtemps on a assimilé à Auschwitz en lui donnant une finalité à la fois concentrationnaire et liée à la mise à mort des Juifs, alors qu'en vérité la mise à mort des Juifs à Majdanek n'a été qu'un des épisodes très circonscrits de l'histoire de ce camp, lié à la fin de l'action Reinhardt. Majdanek, c'est donc juillet 1944, et parmi les grandes centrales concentrationnaires libérées, Mauthausen le 5 mai 1945, 3 jours avant la capitulation sans condition allemande. C'est donc sur plusieurs mois une libération, des libérations qui vont se faire de manière échelonnée. Le premier camp à l'ouest libéré, c'est le camp de Natzweiler d'Istruthof, en Alsace, dans un territoire annexé au Reich, à 70 km de Strasbourg, en novembre 1944, un camp qui est découvert vide par les troupes américaines. Donc, c'est une libération, c'est une prise de conscience qui va se faire très progressivement et qui, en vérité, en France en particulier, ne prend corps véritablement qu'au cours du mois d'avril 1945, quand les libérations des camps s'enchaînent et surtout se voient enfin médiatisées. Le tournant médiatique de la libération des camps, c'est avril, c'est le début avril 1945, à la suite de la découverte du camp d'Ordruf le 6 avril 1945 par les Américains, suivi quelques jours après de la libération du camp de Buchenwald le 11 avril 1945. Les correspondants de guerre qui suivent les armées américaines et alliées en général sont invités par les troupes américaines à médiatiser, le terme est contemporain, mais à relayer à l'échelle du monde entier la situation à laquelle ils sont confrontés. Jusqu'alors, la consigne donnée par les censures des différents gouvernements était de taire ou de minorer la gravité des informations qui étaient découvertes par les journalistes qui couvraient ces différentes libérations. Pourquoi cette censure s'opère, et notamment au moment de la libération de Majdanek? Il y a un film qui est tourné par les soviétiques à Majdanek, qui veut être montré en France au cours de la fin de l'hiver 1945, en février, et le ministère Freinet, dont on va dire quelques mots maintenant, refuse que le film soit diffusé en France pour ne pas inquiéter les familles qui sont encore à cette époque-là dans l'attente des nouvelles de leurs parents déportés. Or, Majdanek montre ces images, le camp tel qu'il a été trouvé par les soviétiques en juillet, les ruines encore fumantes du crématoire qui a été brûlé par les nazis avant d'évacuer le camp, ces monceaux de cadavres qui sont le reflet de cette situation chaotique trouvée par les Alliés à l'Est comme à l'Ouest quand ils découvrent les camps. Donc les pouvoirs publics, pour ne pas inquiéter l'opinion davantage, refusent que ces images ne soient médiatisées. Et ces verrous de la censure sautent au printemps 1945, quand la
toutes ces informations sont agglomérées et que la marche vers le retour à la liberté des déportés se fait désormais de plus en plus pressant. Donc je parlais du tournant du 11 avril 1945 de Buchenwald, du tournant du 6 avril de ce camp annexe de Buchenwald qui est Ohrdruf. Et ce tournant, il est incarné par une citation célèbre du général Eisenhower. Eisenhower, vous le savez, c'est le commandant en chef du corps expéditionnaire allié en Europe, qui se rend quelques jours après le 6 avril avec le général Patton, qui commande la 3e armée américaine, dont les unités ont libéré le camp d'Ohrdruf, et Patton, Bradley, l'un des principaux généraux américains, Eisenhower se rendent à Ohrdruf. Et Eisenhower a cette phrase: on nous reproche souvent que les soldats américains ne savent pas pourquoi ils se battent. Eh bien maintenant, au moins, ils savent contre qui ils se battent. Et c'est une phrase qui est célèbre, mais en vérité, elle montre pleinement ce qu'a été cette stupeur, cette sidération véritable qui a été celle de ces libérateurs, de ces alliés, de ces militaires qui pourtant en ont vu d'autres, confrontés à l'univers concentrationnaire. Malgré les informations, malgré les rapports, à l'Est comme à l'Ouest, il faut le redire, Eisenhower, Patton, Bradley sont saisis par ce qu'ils découvrent dans ces ruines encore fumantes de ces hangars d'Ohrdruf de ces baraquements d'Ohrdruf qui ont été incendiés par les nazis au moment de l'évacuation. Parce que cette situation découverte par les Alliés, à l'Est comme à l'Ouest, en cette fin d'année 44 et début 45, c'est celle d'un véritable bouleversement de l'univers concentrationnaire. Les centres de mise à mort nazis où les Juifs d'Europe ont été exterminés, les camps de l'action Reinhardt, Treblinka, Sobibor, Belzec, ont été, vous le savez, démantelés par les nazis courant 43 à l'issue des révoltes qui ont eu lieu à Sobibor et à Treblinka en particulier, mais surtout parce qu'il n'y a plus de Juifs sur les territoires du gouvernement général. Tous les Juifs ont été assassinés dans ces différents centres de mise à mort. Ces centres-là ont été exterminés et il faut avoir en souvenir aussi les si belles lignes que Vassili Grossman, ce grand écrivain russe, consacrera, lui qui suit l'avancée des troupes soviétiques, à ces paysages de Treblinka auxquels il accède à la suite de ces troupes soviétiques. Mais cette libération qui se fait partout par hasard, cette sidération qui est celle des libérateurs, elle est donc le reflet du chaos dans lequel l'univers concentrationnaire s'est trouvé dans ces derniers mois de l'année 44 et de ce début de l'année 1945. 1945, en janvier, environ 700 000 détenus sont encore vivants dans les différents camps, dans les centaines de camps qui composent sur le territoire du Reich l'univers concentrationnaire, qui est désormais partie prenante de la guerre totale dans laquelle les nazis sont engagés. Et sur ces 700 000 déportés, 250 à 300 000 vont être victimes de ce qu'on appelle communément les marches de la mort, c'est-à-dire la dislocation de l'univers concentrationnaire, ces vastes évacuations qui vont amener vers le cœur du Reich les différents détenus encore vivants, et d'ailleurs pour certains juifs qui travaillaient dans un certain nombre de camps à la marge de la solution finale de la question juive, qui vont être intégrés dans les différents camps de concentration. L'exemple, c'est celui, bien sûr, de la marche de la mort d'Auschwitz, qui, du 15 au 18 janvier, va emmener environ 60 000 déportés juifs du complexe d'Auschwitz vers le cœur du Reich, vers les camps de concentration de Gross-Rosen et surtout de Buchenwald, et puis après, pour certains, de Bergen-Belsen. Donc un bouleversement de ce qui était alors cet univers très contingenté, où le destin des uns n'est pas le destin des autres, qui va provoquer en même temps une surpopulation de ces différents camps. En 100 jours, début 45, en 100 jours à Buchenwald, 13 000 détenus, pour beaucoup juifs, vont mourir du fait des conditions de vie devenues absolument dramatiques au cœur de ce camp situé à quelques kilomètres de la ville de Weimar. Alors, parce que le temps passe, et puis on va en arriver enfin au sujet, je vous rassure, c'est-à-dire les retours des déportés. Mais pour bien comprendre pourquoi cette question du retour des déportés, elle a été aussi
complexe à gérer par les pouvoirs publics. Il fallait comprendre d'abord que ce qui nous semble aujourd'hui essentiel ne l'était pas ou n'était pas perçu de la même manière forcément en 1945. Et que là où nous voyons aujourd'hui dans ce destin de ces êtres brisés dans leur diversité, par l'univers concentrationnaire ou par les centres de mise à mort, la priorité des pouvoirs publics en 1945, elle est d'abord ailleurs. Elle est d'abord dans le rapatriement de ce que les pouvoirs publics estiment à l'échelle de l'Europe, dans le retour de ces quelques 10 millions de personnes déplacées. Et idem pour les Français quand j'ai parlé de ces 700 000 requis du STO, de ces 950 000 prisonniers de guerre. Même si on prend ces 150 000 déportés, si on ne prend que les vivants, ces déportés vivants, ce n'est pas une priorité. La priorité des pouvoirs publics, c'était d'abord et avant tout, je parle d'abord des alliés, c'était de gagner la guerre. Et que cet objectif stratégique ne se confond pas avec les objectifs humanitaires tels qu'on le dit aujourd'hui. Et que d'abord la priorité envisagée, donnée par les pouvoirs publics, par le pouvoir militaire qui conduit les opérations, par ce corps expéditionnaire allié en Europe, dirigé par Eisenhower dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est jusqu'en avril 1945 une priorité qui est donnée au rapatriement et au retour au combat des centaines de milliers de prisonniers de guerre, dont on estime que ce sont eux qui, une fois libérés, devront pouvoir reprendre les armes pour poursuivre et achever la guerre. C'est pourquoi la priorité qui est donnée dans un premier temps jusqu'en avril 1945, c'est le rapatriement donné aux prisonniers de guerre, environ 250 000 prisonniers de guerre, dont la priorité pour les Alliés est de les faire revenir au plus vite au combat. Priorité aux 250 000 prisonniers de guerre anglo-saxons qui doivent pouvoir revenir au combat. Et pourtant, cette situation, elle va évoluer à la suite de cette confrontation directe avec la survivance de l'univers concentrationnaire, cette découverte d'Eisenhower au premier chef de ces débris, de ces décombres d'Ordruf et de Buchenwald. L'ordre de priorité va changer et désormais la priorité va être donnée aux déportés blessés, en particulier dans le rapatriement en avion qui jusqu'alors était prévu uniquement pour les prisonniers de guerre. Il y a donc une évolution profonde de la manière dont le retour des déportés va être envisagé quand la découverte de l'univers concentrationnaire va s'opérer très progressivement au cours du printemps 1945. Et de la même manière, la façon dont les pouvoirs publics français envisageaient le retour des absents, c'est-à-dire de ces prisonniers de guerre, de ces requis du STO, de ces déportés, va profondément évoluer là encore au printemps 1945. Tel que ce retour avait été envisagé dès la fin de l'année 1943 avec la création à Alger d'un commissariat confié au fondateur du réseau de résistance Combat, Henri Freinet, commissariat aux rapatriés et aux prisonniers qui va être étendu aux déportés, qui va devenir un ministère à part entière en septembre 1944. Eh bien, cet accueil des absents, comme on le dit à l'époque, était en vérité calqué sur ce qui avait été construit en 1918 pour l'accueil des prisonniers de guerre et plus encore par les services de Vichy, sur ce qui avait été conçu par les services de Vichy pendant la guerre pour le retour des prisonniers de guerre qui étaient rentrés en France au titre de la relève en particulier. Donc une grille de lecture qui était administrative, bureaucratique, qui était calquée sur une expérience tirée du conflit précédent ou du retour de catégories comme les prisonniers de guerre, mais qui n'était en rien adaptée à la réalité, à la crise humanitaire et sanitaire, comme on pourrait le dire aujourd'hui, et qui correspond pourtant au destin des déportés. Cette prise de conscience-là sur la spécificité de l'état physiologique, psychologique, social des déportés n'avait été en rien imaginée, envisagée par les pouvoirs publics jusqu'au printemps 1945. Alors, je voudrais vous donner là encore quelques idées importantes. À nouveau revenir sur l'importance de cette prise de conscience qui nous semble
difficilement intelligible 70 ans après, mais qui pourtant correspond à cette réalité que nous essayons de décrire ce soir, celle de cette confrontation avec l'univers des camps de concentration, l'univers des camps de la mort, pour reprendre une expression qui est vraiment utilisée dans la presse de l'époque, les camps de la mort. Et il y a quelques lignes d'Henri Freinet dans ses souvenirs qui, pour moi, l'illustrent de manière très, très simple, très directe. Henri Freinet assiste à un des premiers retours de déportés, le 14 avril 1945, à la gare de l'Est, arrive un convoi d'une centaine de femmes qui ont été venant de Ravensbrück, le camp de Ravensbrück au nord de Berlin, qui était un camp avec uniquement des femmes, pour beaucoup résistantes, mais pas seulement. Et Henri Freinet donc assiste aux côtés du général de Gaulle donc à l'arrivée de ce convoi de femmes, l'un des premiers qui arrive à Paris. Et Freinet dit la chose suivante: nous n'oublierons jamais ces faces décharnées à la portière de chaque compartiment, ces regards parfois sans vie, parfois pleins d'une joie frénétique, hallucinante. Immobiles sur le quai, la gorge serrée, les yeux pleins de larmes, nous prenions contact avec la sinistre réalité de la déportation, dont les jours et les mois suivants allaient nous dévoiler toute l'horreur. Voilà, on est le 14 avril 1945, Henri Freinet est depuis plusieurs mois en charge de la préparation de l'accueil et il s'est démené de manière très importante pour préparer la société française au retour de ses absents. Et pourtant, comme Eisenhower à Ohrdruf, c'est face à la réalité de ces femmes qui débarquent de Ravensbrück qu'il prend conscience, qu'il prend la pleine mesure de la réalité humaine qu'a été la déportation. Alors, quelques chiffres dont il n'est pas certain qu'on devra les traduire forcément. Je ne dis pas ça non pas pour déplaire à nos amis étrangers qui nous font l'honneur d'être là ce soir, mais pour peut-être accélérer un petit peu et essayer de ne pas oublier de thèmes importants. Quelques ordres de grandeur. Ce sont près de 25 000 rapatriés qui arrivent quotidiennement à Paris, qui est la plaque tournante de l'arrivée des absents à Paris à la fin de la guerre. 25 000 quotidiennement, dont 8 000 par jour via l'aéroport du Bourget. À l'échelle des mois de ce printemps 45, ce sont 20 000 rapatriés qui arrivent en mars, 313 000 en avril et 900 000 au mois de mai. À nouveau, cette idée importante, les déportés ne sont qu'une goutte d'eau, numériquement, dans cette population qui arrive. Et pour les déportés, ceux des camps de l'Ouest vont arriver majoritairement soit par avion au Bourget, notamment les rapatriés de Buchenwald, pour beaucoup également par train, et pour les déportés des camps de l'Est, et en vérité on ne parle s'agissant de la France que d'environ quelques centaines d'individus qui sont demeurés à Auschwitz au terme de la marche de la mort. Vous savez, seulement 7000 déportés sont découverts par les autorités, par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945. On a parlé de la marche de la mort et de ces 60 000 déportés évacués d'Auschwitz qui ont été intégrés dans les camps de l'Ouest. Sur place à Auschwitz ne reste qu'un tout petit nombre d'individus et parmi ceux-là, probablement quelques dizaines seulement de déportés de France. Et ceux-là vont être rapatriés par bateau à la fin du printemps 45 jusqu'au mois de juillet 45 par bateau. Les autorités soviétiques vont les rassembler au port d'Odessa sur la mer Noire et vont les rapatrier par bateau jusqu'à Marseille et de là ils vont être dispersés aux quatre coins de la France vers leur domicile d'origine. Quand on a parlé de cette prise de conscience progressive, il faut comprendre que les moyens qui vont être donnés à cet accueil en France vont aussi être bouleversés par la confrontation avec la réalité dont sont porteurs les rescapés. Et un seul événement permet de le traduire. Aujourd'hui, pour beaucoup, l'accueil des déportés en France est résumé par l'hôtel Lutetia.
dont vous avez entendu parler, je le crois, un des grands hôtels, ou pas? Si, parce que vous avez été bien préparé par vos professeurs. L'hôtel Lutetia en France pourrait, mais souvent résume dans l'opinion l'accueil des déportés, puisque c'est un des grands hôtels parisiens qui a été réquisitionné par le ministère Freinet pour centraliser l'accueil des déportés en France. Et je dois dire qu'avec monsieur, tout à l'heure, nous pourrons avoir un témoignage vivant sur cet accueil. C'est pour ça que j'essaye d'avancer le plus vite possible. Mais cette réquisition, elle ne va se faire qu'en avril 1945, à peine quelques jours avant l'arrivée des premiers convois de rapatriement. Elle a été faite dans l'urgence, quand les premiers témoignages, quand les premiers individus commençaient à rentrer et que les pouvoirs publics ont pris la mesure que la gare d'Orsay, qui avait été elle-même réquisitionnée en mars pour l'accueil des prisonniers de guerre et des requis du STO, n'était absolument pas adaptée à l'état de santé déplorable des déportés, et qu'un hôtel avec ses chambres, avec ses réserves alimentaires, était le seul adapté pour cela. Adapté aussi au contrôle de ces populations, parce qu'évidemment la société française se réjouit de voir arriver ces personnes. Mais parmi ces personnes, les pouvoirs publics se doivent de filtrer qui ont été d'anciens collaborateurs, d'anciens, par exemple, membres de la Légion française, de la Légion des volontaires français, d'anciens SS ou d'anciens collaborateurs des nazis dans les camps qui chercheraient à se faire passer pour des déportés et donc à se mêler à ces populations-là. Donc l'accueil des déportés, c'est à la fois un accueil où se mêle un contrôle des individus qui pour certains ont perdu tous leurs papiers d'identité, qui pour certains et pour les plus jeunes en particulier se retrouvent désormais seuls et pour lesquels des mesures sociales doivent être prises pour les héberger, pour leur donner un pécule, pour leur donner des papiers, pour leur donner des habits, pour les aider aussi. Et aussi pour les, troisième point, leur donner sur le plan médical et sanitaire les moyens éventuellement de se soigner. Certains arrivent et vont mourir à l'hôtel Lutetia ou dans les jours qui suivent parce que leur état de santé est tout à fait déplorable. Donc cet accueil, il revêt différents domaines qui vont tous être rassemblés à l'hôtel Lutetia, mais également dans une moindre mesure également à Marseille pour ceux qui sont rapatriés de l'Est. Cet accueil, il est porté par le ministère Freinet, il est porté par les pouvoirs publics, mais il s'appuie aussi d'une manière capitale en France sur ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile et sur un certain nombre d'organisations d'entraide qui vont être mobilisées pour aider les pouvoirs publics et pour aider les rescapés. Ce sont des organisations confessionnelles, pour les juifs comme l'œuvre de secours aux enfants, comme le mouvement scout également, juifs ou non juifs qui vont être mobilisés pour accompagner les rapatriés, société civile également à travers des organisations qui existaient déjà pour les déportés résistants et politiques comme le comité des œuvres sociales de la résistance, ou qui vont être créées par les premiers rescapés ou les premiers rapatriés ou d'anciens internés qui vont se mobiliser pour accueillir leurs camarades de mouvements, de réseaux qui arrivent. Et de ce mouvement naît au cours de l'automne 1944, et ce mouvement va être appelé à constituer les jalons des organisations représentatives des déportés, deux organisations, la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, c'est le nom que cette organisation prend au cours de l'automne 1945, et c'est une organisation qui existe toujours, la FNDIRP, et une autre organisation qui naît elle aussi avec les premiers rapatriés, la FNDIR, la Fédération nationale des déportés internés de la résistance, la FNDIR, qui est portée par un certain nombre de rapatriés de Buchenwald et qui politiquement, dans ce contexte de la France de 1945, va s'opposer avec la FNDIRP. Car très vite aux enjeux sociaux, humanitaires
psychologiques vont se mêler des enjeux politiques. Je suis désolé pour notre traductrice, mais je vais finir mon idée. Des enjeux politiques qui vont être capitaux dans la France de 1945, puisque le ministère Freinet, et je salue nos amis testilaires qui nous rejoignent, des enjeux politiques capitaux, puisque le ministère Freinet va être l'objet de violentes polémiques au cours de l'année 1945 de la part du Parti communiste, qui est un mouvement politique puissant dans la France de 1945, un tiers des suffrages. Récupération politique aussi de ce mouvement déporté, puisque symboliquement, si on a dit que numériquement les déportés étaient peu nombreux, symboliquement, la portée de l'héritage moral et de l'engagement humain des déportés dans la France de 1945 dépasse de très loin le nombre d'individus qui physiquement portent cette mémoire dans la France. C'est pour les résistants un héritage qui est lié à la nécessité de reconstruire la France de 1945 sur les bases du programme du CNR et de l'engagement des résistants, dont les déportés de la résistance ont payé le plus lourd tribut, puisqu'ils en ont payé le prix de ces sacrifices et de ces souffrances endurées dans les camps. Mais c'est également une mémoire de la déportation où les morts de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah ne sont pas absents. Ils ne sont pas absents parce que le camp d'Auschwitz, dès 1945, représente un camp à part dans l'imaginaire collectif, celui d'un camp où la mortalité a été particulièrement importante. La presse un certain nombre de déclarations, et la presse les reproduit, décrivent même Auschwitz comme un lieu où 4 millions d'individus ont été assassinés. On le sait, ce chiffre a depuis, par les historiens, été ramené à 1 100 000, mais il n'en demeure pas moins que l'image est justifiée d'un camp où la mortalité a été extraordinaire. Donc, se construit sur cette base-là, dès 1945, une mémoire de la déportation qui est une mémoire extrêmement importante, vivante et dynamique, dont je vais dire en conclusion quelques mots. Ma conclusion, je voudrais la faire autour de deux idées. Et je finirai en laissant la parole à des rescapés dans un texte qui a totalement inconnu, dont je vais vous donner non pas la primauté, mais avoir le plaisir de vous le restituer ce soir, pratiquement 70 ans après qu'il ait été écrit et jamais relu et redit. Ma conclusion, elle est quand même sur cette mémoire globalisante qui se construit à partir de 1945. Mémoire globalisante qui est portée par l'expression camp de la mort, où c'est vrai, on ne distingue pas dans cette France de 1945, pas plus en France d'ailleurs que dans aucun autre pays, le destin spécifique des Juifs par rapport à celui des autres catégories. Même si, et je le redis, perce de loin en loin, dans quelques déclarations, dans quelques discours, dans quelques articles, l'idée que les Juifs ont été victimes d'un crime singulier, d'une ampleur inégalée aux quatre coins de l'Europe. Ce discours-là, il existe, mais il reste marginal, minoritaire. Les Juifs eux-mêmes peinent à faire entendre leur voix pour différentes raisons, et notamment, c'est pas le seul facteur, mais notamment dans une France où l'antisémitisme n'a pas disparu comme par magie, alors que le régime de Vichy se serait effondré. Il faut savoir qu'il y a, au cours de l'année 1945, des manifestations à Paris pour dénoncer la situation des Juifs qui rentrent et qui réclament les biens dont ils ont été spoliés dans cette France libérée de 1945. Mémoire globalisante, donc, où la mémoire de la Shoah n'est pas, alors que ce mot n'existe pas encore, en France en tout cas, une mémoire où la persécution des Juifs peine à se faire entendre. Mais globalement, cette difficulté pour cette singularité de la persécution et de l'extermination des Juifs, elle est aussi le reflet de cette difficulté pour la déportation dans son ensemble de se faire entendre. Et dès 1945,
les rescapés des camps, dans leur diversité, expriment désillusion et amertume sur la manière dont la France, mais c'est vrai dans d'autres pays, dont ces populations qui accueillent ces rapatriés, les entendent, les écoutent et les considèrent. Et pour vous le restituer, et c'est le dernier point, je voudrais vous donner lecture de quelques passages d'une conférence qui a été donnée par le père Léon Leloir, qui était un père blanc, qui a été pendant la guerre l'aumônier général des maquisards des Ardennes, un Belge, qui a été déporté à Buchenwald. Il va mourir tragiquement quelques mois après son retour en France, mais à la radiodiffusion nationale belge et à la radiodiffusion française, il va donner en mai 1945 un certain nombre de causeries, comme on le dit à l'époque, qu'il a intitulées, qui ont été publiées en France en 1945 et qui s'appellent « Les paradoxes du retour ». Et pour conclure cette intervention ce soir, et je voulais conclure sur ces paroles du père Leloir, qui est surtout célèbre parce qu'il a composé à Buchenwald de même, clandestinement, des vers, des poèmes sur tous les aspects de la vie quotidienne et de la vie spirituelle des déportés qui lui ont survécu, mais dont malgré tout l'acuité reste tout à fait pertinente aujourd'hui. Et s'agissant de l'évocation de l'état d'esprit des déportés en 1945, j'ai rarement trouvé un texte aussi fort et aussi, je crois, pertinent que ces quelques paroles du père Leloir auxquelles je voudrais rendre hommage ce soir. Les paradoxes du retour. Nous voici de retour pour vous décevoir. Car ces gestes affectueux, ces attentions prévenantes, ces complaisances que vous aussi vous attendiez, nous ne les retrouvons pas. Nous sommes déshabitués de ces gestes et pour aimer, nous tâtonnons nerveux, exactement comme assis de nouveau au volant de notre voiture, nous détraquons la boîte de vitesse à rechercher la position des marches avant ou arrière oubliées. Les enfants qui se jettent dans nos bras nous écrasent et leurs cris nous fatiguent. Vous en déduisez que nous ne les aimons plus. Quelle erreur! Jamais peut-être comme aujourd'hui nous ne les avons aimés. Oui, même la clarté de vos prunelles douces peuvent blesser nos yeux désappris. Oh, soyez bons, soyez bonnes, et ressuscitez en nous d'aimer tout le monde, d'aimer tout court, non seulement la force, mais plus encore la grâce. Les paradoxes du retour, paradoxes de ceux qui reviennent et paradoxes de ceux qui accueillent. Les témoignages que vous sollicitez de nos bouches devenues lentes et empâtées de fatigue, ces témoignages, dites-vous, se contredisent. Certains détaillent le bagne comme un lieu d'horreur, d'autres y voient un tremplin d'âme. Il n'est pas que des mots de haine et de mort à prononcer sur Buchenwald. Il est aussi des paroles d'amour et de vie. Tant d'âmes se sont purifiées d'abord et bientôt ennoblies au rapage de la souffrance et dans les angoisses de ces tortures plus morales que physiques, ou plutôt plus mortelles par leur aspect psychique que par leur immédiate répercussion sur nos corps. Si nous vous décevons, vous les premiers nous décevez. Nous avions spiritualisé et nous vous retrouvons charnels. La distance vous nimbait d'or et estompait les poussières du vitrail mystique où votre image, devant nos yeux clos, tamisait un soleil d'aube. Nous vous contemplons maintenant dans votre robe de chair, de nos yeux qui s'ouvrent. Vous aussi n'êtes pas encore des saints, vous nous décevez. Nous rentrons joyeux de notre retour et attristés de tant de camarades qui ne vivront point le retour enchanté, mais le retour tragique au foyer désert de parents morts ou désertés d'épouses infidèles. Endeuillée reste encore notre joie de tant d'amis qui ne connaîtront plus aucune rencontre terrestre, aucun retour sur la chair. Nous rentrons horrifiés de tant de photographies enregistrées par le Leica de nos yeux et de nuit, en chambre obscure, développée dans la caméra de nos imaginations. Nous rentrons horrifiés et purifiés par la grâce du bagne. Vos discordes nous scandalisent, vos compromissions nous dégoûtent, votre patriotisme à l'eau de rose nous écœure. Nous avons souffert pour la liberté et nous voyons que déjà se forgent de nouvelles chaînes. Je vous remercie.
Alors pour ne pas créer un vide sidéral et pour aider nos amis des sentiers, simplement je crois que l'idée maintenant, au-delà des questions qui ont été préparées peut-être, et puis de celles qui pourraient être les vôtres et qu'on attend avec plaisir, on a la chance d'avoir parmi nous un certain nombre d'amis qui ont vécu physiquement cette période du retour, et qui peut-être aimeraient, et nous en tout cas on aimerait beaucoup, peut-être les entendre dans la diversité de leur expérience et des pays aussi où ils étaient, peut-être relater devant nous leur expérience de ce retour des déportés ou ce non-retour des absents. Imamo sreću da imamo ovdje naše prijatelje koji su fizički proživjeli taj povratak i bilo bi nam drago da ih malo čujemo. Osim naravno pitanja koja možete postaviti. Peut-être un micro va arriver vers eux. Mikrofon? Non, on t'a dit qu'il n'y a pas qu'un micro. Je sais pas, Adolfo, Larissa ou Arlette. Tu veux commencer, Arlette? Ça va peut-être pas durer très longtemps parce que je pense qu'il y en a qui sont un peu fatigués. Mais Arlette, tu veux commencer à expliquer un petit peu? Donc Arlette est une survivante de la rafle une très rare survivante de la rafle du Veldiv. Donc elle n'a pas été déportée, mais évidemment elle a vécu dans sa chair le traumatisme de la Shoah. Oui, c'est vrai, je suis une rescapée de la rafle du Veldiv. J'avais 8 ans à la rafle du Veldiv, mais ici on va parler justement du retour. Moi j'ai 2 expériences, puisque j'ai celle de mon époux qui a été lui déporté le jour anniversaire de ses 15 ans, il en est sorti à 18, donc il a fait 7 camps. Il a vécu aussi le retour, et le retour n'a pas été facile. Exactement comme on a dit là, c'est qu'on n'a pas voulu ni nous entendre, ni nous écouter. Il a fallu très longtemps. Il a fallu que dans les manuels d'histoire, on agrandisse la période d'études de la Shoah, parce qu'à l'époque où ma fille allait au lycée, il y avait ça dans les manuels d'histoire sur la Shoah. C'était en fin de manuel, et entre les vacances et les grèves, eh bien la Shoah passait à l'as. Il a fallu attendre très longtemps. C'est vrai que les procès ont pu avancer, justement, agrandir, et ce sont le travail admirable des enseignants qui ont fait avancer cette histoire du retour de la déportation, parce que eux nous ont dit: venez dans les écoles, expliquez-nous. Nous on est professeurs de français, professeurs d'histoire ou de mathématiques, mais professeurs d'histoire, on nous a enseigné toute l'histoire de la France, mais personne nous a enseigné l'histoire de la Shoah. Comment voulez-vous que l'on explique l'histoire de la Shoah aux élèves? Donc c'est la première, ce sont les enseignants qui ont fait. Le retour a été difficile puisqu'on ne voulait pas nous entendre. Quand on commençait à parler entre nous, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de déportés qui se sont mariés entre eux, des enfants déportés ou d'enfants cachés, eh bien on s'est retrouvés entre nous parce que quand on commençait à parler du fait de la déportation, on entendait tout de suite dire « Ah oui, mais nous non plus, on n'a pas mangé du pain blanc, nous non plus, on a souffert des restrictions alimentaires. » Il n'y avait pas de comparaison, on n'avait pas de parents, on était orphelins et on ne voulait pas nous entendre. Et on a fait une très grosse différence aussi entre, c'est malheureux à dire, mais entre les déportés juifs et les déportés résistants. Parce que même notre amie Simone Veil, et je l'ai dit cet après-midi, elle a été déportée en tant que juif. Sa sœur a été déportée en tant que résistante. Eh bien, sa sœur a eu tous les honneurs et elle, rien du tout. Et quand, on peut dire aussi, même le général de Gaulle passait tous les soirs, voulait avoir un déporté à sa table, et passait à l'hôtel Lutetia pour avoir un déporté à sa table. Quand son estafette arrivait et qu'on lui demandait un déporté, on lui disait, bah voilà, ce monsieur ou cette dame a été déporté. Et l'estafette demandait, il a été déporté, pourquoi il a été déporté? Parce qu'il était juif. Ah non, 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 le général de Gaulle veut un déporté résistant. Il y a eu de grosses différences. On a été déporté parce qu'on était juif. Et quand on est après la guerre, on était toujours des juifs.
Et comme tu as très bien expliqué, on a eu un mal fou. Nous, on a été spoliés. Moi, je suis née en France. Mes parents sont nés en France. Mon père est mort à Auschwitz. On a été spoliés pour récupérer ce qu'on nous avait spolié. On n'avait pas l'appartement, on n'avait plus rien, tout le matériel est brûlé. On a mis plus de 3 ans. Ça a été très difficile pour faire reconnaître nos droits, tout en étant enfant, pupille de la nation. Ça a été très difficile et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, maintenant, il y a d'autres personnes qui vont parler, on ne va pas s'étendre. Mais ça a été un retour très difficile. En plus, on n'a pas eu ni d'aide psychologique, ni d'aide on n'a pas eu d'aide morale. On nous a laissés comme ça dans la rue. Il a fallu avoir une force de caractère, une force, une rage de vivre pour pouvoir se reconstruire. Et souvent, entre déportés, c'est comme ça que l'on s'est marié. Heureusement, on a pu reconstruire des vies solides, mais très solides. Il a fallu être très très solide et plus que ça, des battants. Ce sont des battants, les survivants qui sont revenus de la Shoah et qui ont réussi à se reconstruire, ce sont tous des battants. C'est eux qu'il faut les saluer. S'ils ont réussi à faire une vie familiale, c'est parce qu'ils avaient vraiment cette rage de vivre et cette envie de vivre. Voilà, merci. Adolfo Kameski souhaite intervenir. Pour ceux qui ne connaissent pas Adolfo, qui n'ont pas assisté à son témoignage cet après-midi, Adolfo, pendant la guerre, était, comme quoi ça sert à quelque chose, il était très fort en chimie. Et c'était un faussaire de génie. Il a fait des faux pas de pied pendant la guerre et il a sauvé ainsi des milliers de vies, notamment d'enfants juifs. Adolfo lui-même est juif. Oui, je vais vous parler du retour des déportés. Parce que, j'ai fait ce que... J'ai été interné pendant 3 mois à Drancy. J'ai eu la chance d'en sortir grâce à l'intervention du consulat d'Argentine, parce que je suis né à Buenos Aires et que j'étais argentin. Et l'Argentine était un pays neutre, mais j'ai passé 3 mois à Drancy et j'ai vu déporter des milliers de personnes. Chaque fois qu'il y avait 1000 prisonniers, il y avait un convoi qui partait pour Auschwitz ou ailleurs. J'ai vu déporter une femme de 104 ans dans son brancard pour aller travailler en Allemagne. J'ai vu déporter des bébés nouveau-nés, j'ai vu déporter des grands blessés à Drancy. Bon, et j'ai eu la chance d'en sortir et il a fallu que je me cache. Bon, j'ai donc eu aussi la chance de pouvoir sauver des milliers d'enfants faisant des papiers, pas tout seul, grâce à des organismes comme la 6e. Bon, et à la Libération, je me suis engagé dans l'armée, à la Libération de Paris. Je me suis engagé dans l'armée avec le groupe Escoffier, et au lieu de m'envoyer sur le front, on a eu besoin de moi, et on m'a versé au ministère des prisons, enfin au MNPGT, c'est-à-dire au service de parachutage derrière les lignes allemandes, comment ça s'appelle, d'agents français pour repérer les camps de prisonniers où il y avait des expériences sur les médicales sur les êtres humains. Ça a été très dur. J'étais donc j'ai fait ce travail, et puis les déportés ont commencé à rentrer, les prisonniers de guerre par, comment ça s'appelle, bon, ça fait rien, et les juifs les déportés par l'hôtel Lutetia. J'ai pris des distances vis-à-vis du ministère de la guerre, parce qu'il n'y avait plus de parachutage qui se faisait,
et on préparait la guerre d'Indochine. Ça ne m'intéressait pas et on me laissait une certaine liberté. J'étais logé par l'armée, bien sûr. J'avais une voiture, un chauffeur, et j'ai demandé à pouvoir aller à l'hôtel Lutetia pour essayer de revoir des gens que j'avais vus déportés. J'étais quand même très traumatisé par ces milliers de personnes que j'ai vues à Drancy passer et être déportées, des femmes, des enfants, bref. On m'a laissé tranquille et j'ai obtenu un papier des anciens de la 6e, c'est-à-dire un organisme qu'on appelait un organisme de scouts juifs qui était 27 avenue de Ségur. J'ai donc eu un papier comme si j'étais assistant social et j'étais là en essayant de retrouver des gens que j'avais vus. Je n'ai trouvé personne pendant des semaines et une fois une jeune fille que je n'avais pas reconnue qui était énorme. Il y avait eu des expériences médicales sur elle. Elle était pratiquement comme un ballon. Elle est morte d'ailleurs peu de temps après. Et puis, j'ai continué au ministère de la Guerre et je reçois un coup de téléphone d'un ami. Adolphe, il faut absolument que tu viennes avec ton armée parce qu'il y a une manifestation antisémite de place, comment ça s'appelle, tu peux me rappeler, oui, place de la République, une manifestation antisémite. C'était une association qui s'appelait les acquéreurs de biens juifs de bonne foi, qui étaient de mauvaise foi, qui ne voulaient pas rendre les appartements aux déportés qui rentraient. Donc il y avait une comtesse dont le nom me reviendra, qui dirigeait cette association des acquéreurs, qui s'appelait l'Association des acquéreurs de biens juifs de bonne foi. Et il y avait une manifestation. Et je reçois un autre coup de téléphone en disant on a agressé les jeunes qui accompagnaient les déportés qui réclament leur appartement. Ils sont blessés, il faut que tu viennes. Bon, je n'avais pas d'armée, j'avais personne sous mes ordres. J'étais responsable d'un service qui ne fonctionnait plus, en fait, qui n'avait plus de raison d'être. C'est tout, mais j'avais toujours mon chauffeur. Alors, je vais voir mon colonel, qui était très amical avec moi, paternel, le lieutenant-colonel Pommes-Barrère. Je lui dis, voilà, il se passe des événements, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous ne vous occupez pas de ça, vous allez travailler, c'est pas nos affaires, c'est une affaire de police. Bon. Donc, je reçois un coup de téléphone désespéré, je descends, je prends une caméra Bayard 16 mm, mais je n'avais pas de film, et je prends le chauffeur, voiture, je dis place de la République. Bon, il y avait très peu de circulation, on a mis très peu de temps à arriver sur place, il y avait une foule vociférante, la police n'intervenait pas. Je suis monté sur le toit de la voiture et j'ai filmé avec ma caméra vide. Les gens se sont sauvés comme des lapins, pas tous. Et puis j'étais énervé, on est rentré au ministère de la Guerre. Et là, le chauffeur vient me voir tout pâle. Il me dit, je suis obligé de faire un rapport parce qu'il y a un trou dans la carrosserie, on a tiré sur nous. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, il y avait tellement de bruit. Donc j'ai été revoir mon colonel qui m'a dit, oui, vous n'avez pas le droit d'utiliser la voiture de service, etc. J'ai dit, je démissionne. Vous n'avez pas le droit de démissionner. Je dis, mais vous n'avez pas le droit d'avoir un étranger dans un état-major de renseignement.
mais vous êtes français d'office. Je dis, je ne veux pas être français, vous êtes collaborant pour cette école-là. Donc, et puis, j'ai donc obtenu un papier de la 6e pour l'accueil des déportés. J'étais toujours logé par l'armée, j'avais toujours mon chauffeur, mais je voulais, donc je n'ai pas trouvé, à part cette jeune fille, pas une seule personne que parmi tous ceux que j'ai vus défiler à Drancy. Bien sûr, je n'ai pas vu tout le monde, mais il y a ceux qui étaient dans la même chambrée, avec qui il y a eu des échanges. Et puis, il y avait aussi cet homme avec une barbe extraordinaire, très, très beau, avec une femme. Ils étaient un petit couple extraordinaire. Et que le lendemain, j'ai trouvé en pleurs, le crâne rasé, la barbe rasée. C'est pour ça que je porte une barbe, en son souvenir. Voilà. Mais la mentalité, enfin, ces différentes formes d'antisémitisme inconscient m'ont toujours beaucoup traumatisé. Parce que juif, pour moi, ça ne veut rien dire. Mon père était libre penseur, bien sûr d'origine juive, mais faire, enfin pour moi d'ailleurs, un être humain, quelle que soit sa couleur de peau et ses origines, est un être humain égal à un autre. C'est ce que moi j'ai appris. Et puis en France, j'ai appris liberté, égalité, fraternité. Bon, c'est pas toujours des mots creux. Voilà.